Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno que vous voulez ne pas rater ou que vous ne voulez pas rater. Les deux se disent, je tiens à le préciser, c'est juste que c'est pas tout à fait la même intention. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour, Monsieur McKenna. Comment le grand froid t'affecte, toi? Moi, je suis un fan de l'hiver. Fait que quand il fait -10, je suis très content. Mais surtout parce que cette semaine, c'est une semaine très chaude dans l'actualité techno. Donc, ça n'a pas paru qu'on était en plein hiver d'un point de vue. T'es le dieu du Voilà. lien, Alain. Merci. On commence en remerciant nos partenaires, TELUS et Plan Hub, qui permettent la diffusion de ce podcast. Merci TELUS, merci Plan Hub. Allez sur le site Plan Hub si vous cherchez un forfait cellulaire. Vous regardez tout simplement les forfaits de TELUS, qui est un fournisseur de services cellulaires assez intéressant. Merci. Mm-hmm. On va parler de plein d'affaires dans l'épisode, Alain. Ben oui. Fidèle à la semaine qu'on vient de passer. Oui, exactement. Oui, on va parler de Windows 11, on va parler de Google AI+, on va parler d'Apple, évidemment, on va parler d'Adobe, on va parler d'écouteurs pour nageurs et d'un téléphone cellulaire, comme dans le bon vieux temps, Alain. Sérieusement, je suis retourné pour les besoins de la science, je suis retourné dans le temps pour un téléphone, pour ceux qui cherchent un téléphone à poche. Dans le bon vieux temps. Ça va être une bonne émission bien chargée. J'en profite pour vous dire, parce que c'est enfin maintenant le cas, parce que j'ai parlé l'année dernière du livre que j'avais publié à l'époque, Payez moins pour votre télé, vos films et votre musique. C'était le beau livre rouge que si vous nous regardez en vidéo, vous voyez actuellement. Et cette semaine, en librairie, débarque le deuxième Payez moins de cette série. Payez moins, celui-là, il est jaune, style ligne sur la route. Et ça se veut, c'est approprié parce que c'est Payez moins pour vous déplacer n'importe où au Québec. C'est un livre qui vous permet d'économiser jusqu'à 1 000 $ par mois sur votre mobilité. Donc, si vous pouvez économiser 2 000 $ par année sur vos services de streaming grâce au livre rouge, vous en paierez plusieurs milliers de dollars moins sur vos déplacements grâce au livre jaune. Peut-être qu'un jour, il y aura un livre vert et là, on aura les 3 couleurs. C'est à voir l'année prochaine. Mais pour l'instant, on parle de mobilité au sens très large. On parle de se déplacer intelligemment, pas juste changer ton char pour un autre char, mais bien sûr de considérer toutes les options qui existent sans a priori. Et c'est ce que je dis souvent dans les entrevues pour parler du livre, c'est à quel point maintenant tout est partisan et politique. Et quand on parle de se déplacer, on est soit pro-char, pro-vélo, pro-ci, pro-ça. C'est tout le contraire. Je dis, voici ce qui existe et voici ce que vous pouvez faire pour sauver des sous. Il y a plein de bons conseils. Il y a, je pense, 4 profils de personnes types de partout au Québec. Il y a 10 conseils immédiats que vous pouvez appliquer et sauver des gros sous. Et je compare aussi ce qui se fait ailleurs dans le monde pour amener des bonnes idées au Québec. Helsinki, Paris, je pense qu'il y a Amsterdam, mais c'est pas les choses que vous pensez. C'est des choses que vous ne saviez pas qui existaient avant. Bref, je suis curieux. Si vous voulez lire un bon coup, allez-y. Le livre est en librairie depuis jeudi dernier. Je veux économiser, Alain. Je vais lire ton livre qui s'appelle Payez moins, le livre jaune Payez moins. Ouais, pour vous déplacer n'importe où au Québec. Sur ce, c'était la promo du jour. On va passer nos espressos de tech. C'était une grosse semaine parce que, notamment, il y avait des publications de résultats financiers d'à peu près tout le monde dans la sphère techno, Apple, Microsoft, Meta, Tesla aussi, qui se lance dans les robots comme jamais. Mais il y a une petite nouvelle pour nous qui ressort du côté de Microsoft. C'est surtout le rythme d'adoption de Windows 11 qui, finalement, va plutôt bien, là. Ben, c'est correct. Écoute, ils ont atteint le milliard d'utilisateurs de Windows 11, un peu plus de 100 jours plus vite que le milliard de Windows 10. Windows 10 qui avait été assez populaire et assez apprécié. Et là, je réalise que... Ouais. Ben oui. Puis je réalise que Microsoft fait une grosse opération de charme en ce moment pour tenter de convaincre les résistants qui continuent d'utiliser Windows 10. Je suis assez émerveillé. Je pense qu'il restera encore 1 milliard d'utilisateurs de Windows 10 dans ces eaux-là. Ça se peut. Je me dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait la mise à jour depuis le temps que Microsoft la pousse? Il y a bien des gens qui ont acheté un PC qui n'est pas compatible avec Windows 11 parce que la différence technique était quand même assez importante entre les deux systèmes. Oui, on parle de 500 millions d'utilisateurs qui gardent leur vieux PC, ce qui voudrait peut-être dire que les gens vont passer à Linux, vont passer à toutes sortes d'autres solutions alternatives, ou
et c'est ce que je crains. Beaucoup de gens vont se retrouver avec des versions désuètes de Windows, parce que Windows 10 n'est plus supporté, on le rappelle. Donc, il y a des possibilités d'étendre son abonnement, mais là, si tu es rendu à payer 50 $, je pense que c'est dans cette eau-là, pour avoir une extension de ton support, c'est pas super. Pensez à votre sécurité. Veillez pas pour des antivirus merveilleux que certaines personnes vous poussent, vous présentent comme essentiels. Il y a beaucoup de publicité en ce moment là, sur des antivirus qui sont... Ouais, on aime faire peur aux gens, ça marche pour vendre, oui, des sécurités superflues et redondantes. Ça marche beaucoup. Dans l'opération Charm, il y a un truc qui est très drôle. J'ai appris que Microsoft testerait une version de Windows 11 avec le menu en haut. On sait que Windows 11... La grosse nouveauté, c'est que le menu était au milieu versus sur le côté. Première chose que j'ai fait quand j'ai installé Windows 11, c'est mettre mon menu remettre le menu à gauche comme j'avais l'habitude avec Windows 10. Comme Windows, il y aurait une version maintenant avec le menu en haut comme les Mac, qui contiendrait des petits outils, qui contiendrait des petits accessoires et tout. Ça ferait partie des Power Toys. Et je vais faire une parenthèse. Ceux qui nous écoutent, qui sont un peu geeks, qui aiment ça tester des affaires puis bidouiller, j'ai découvert que dans Windows 11, on peut installer une petite application qui s'appelle Power Toys, qui permet de faire un paquet de trucs super tripants. Peut-être pas pour monsieur, madame, tout le monde, c'est peut-être pas quelque chose que j'installerais à mes parents, par exemple, mais des petits accessoires pour copier-coller, mettre des fenêtres en avant-plan, l'épingler en avant-plan, faire des copier-coller avec la dimension de ta capture d'écran. Ça, je trouve ça super intéressant. J'ai bien hâte d'explorer cette fonction-là, les Power Toys de Windows 11. Si jamais vous êtes geek, essayez ça, donnez-moi-en des nouvelles. Bon point, merci. On va se déplacer du côté de Google pour poursuivre ses espressos, parce que Google a annoncé cette semaine l'arrivée au Canada et dans 35 autres pays de Google AI+, son service par abonnement à ses outils d'IA les plus puissants, en fait, qui est une belle collection. Je vais vous dire la liste et on va en parler. Gemini 3 Pro, donc la version la plus récente de son dialogueur d'IA évolué, c'est comme ça qu'il faut l'appeler en français pour vrai, qui permet de générer du texte, des images, des choses comme ça. Ça intègre le modèle Nano Banana Pro, qui est son meilleur outil au nom le plus évocateur de génération d'images, images statiques bien sûr, mais ça inclut aussi Flow, l'outil de création de vidéos à partir d'une phrase de texte, d'un prompt, comme on le dit souvent. Flow, c'est peut-être l'outil dans tout ça qui est le plus susceptible de, comment dirais-je, brasser la soupe des réseaux sociaux telle qu'elle est actuellement, encore un peu plus, parce que ça permet de générer du contenu extrêmement convaincant à partir d'une phrase de texte, donc c'est facile de créer du contenu qui n'est pas toujours fidèle à la réalité réelle. Et vous voyez comment je l'ai dit poliment, là. C'est très divertissant, c'est très ludique, mais ça peut aussi être un peu risqué dans certaines mains, donc il faut faire attention. Mais il est disponible dans l'outil, donc dans le forfait Google AI+, et ça vient aussi, et celui-là, je ne parlerai jamais assez en bien de cet outil-là, avec Notebook LM, qui est une espèce de énorme bloc-notes, comme ça on le dit, appuyé sur un modèle de langage qui permet de... vous pouvez... qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? J'ai écrit un texte sur le PDG d'Anthropic, sa sortie Dario Amodei, qui parlait de comment l'IA est en train de pourrait devenir plus puissante que la capacité humaine à la contrôler. Et là, on parle de dérive et ainsi de suite. J'ai balancé tout ça dans un notebook LM et j'ai demandé qu'il me produise un résumé en balado, un résumé audio. Et pouf, tout d'un coup, j'avais un résumé de tout ça pour les étudiants qui veulent... se faire un crash course dans une matière, peuvent balancer là-dedans des documents dans tout genre, photos, textes, vidéos, et demander un condensé, un résumé. Et c'est un excellent assistant pour collecter de l'information qui fonctionne tellement bien. Et tout ça vient avec 200 gigaoctets de stockage infonuagique. Si vous êtes déjà abonné au service Google One Premium, qui vient avec 2 téraoctets de stockage sur Google Disk, eh bien, Google AI Plus va vous être offert sans frais. Donc, vous allez bientôt profiter de tous ces outils-là. Sinon, c'est 11 $ par mois, ce qui, pour la patente au complet, est quand même pas si mal. J'en parlais aux nouvelles l'autre jour, c'est ce qui fait une grosse différence entre Google et OpenAI, c'est que Google a trouvé vraiment le moyen d'intégrer verticalement toute leur suite, toute leur infrastructure d'IA pour l'offrir d'une façon consommable, autant pour les consommateurs que pour les entreprises. Et c'est, à mon avis, pas mal mieux intégré et mieux proposé que ce que fait OpenAI avec ChatGPT puis ses nombreux autres outils.
Et c'est ce qui explique pourquoi Google, si vous regardez en bourse, évidemment, c'est une autre conversation, là, mais si vous regardez en bourse, Google va super bien. OpenAI, évidemment, c'est une société privée, donc on peut pas dire, mais ils perdent ils sont pas très profitables, OpenAI, donc c'est une autre conversation. Google AI brûle de l'argent en ce moment. C'est fou. Ouais, ben c'est ça. Alors que Google s'en tire plutôt bien et la preuve en est que ce service-là risque d'attirer les gens qui sont des power users déjà de ces outils de création numérique nouveaux genres. Ça serait intéressant de voir si éventuellement Google va publier des chiffres d'adoption de cette technologie parce que ils sont clairement très agressifs, disons-le comme ça, sur leur plateforme d'IA. Il n'y a pas juste Google d'ailleurs qui avait des nouvelles d'IA cette semaine. Apple a fait en douce une petite acquisition, Pascal. QAI, une entreprise que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si tu connaissais ici. Ce serait une start-up israélienne spécialisée dans l'intelligence artificielle audio. Et la caractéristique, c'est qu'elle veut faciliter la reconnaissance vocale dans des environnements difficiles. Et écoute, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça vraiment futuriste et un peu terrifiant. Ça inclut, la compagnie a des brevets sur l'analyse des micro-mouvements du visage. Donc, pour lire les lèvres, grosso modo. Le non-verbal. Le non-verbal détecté pour aider à la reconnaissance des mots, détecter le rythme cardiaque et les émotions. Donc, pour augmenter la reconnaissance du langage, si la personne est très agitée, c'est peut-être un mot différent que si la personne est plus calme et tout. Et je trouve ça tellement capoté parce que cette compagnie-là détecte le mouvement, ça prend une caméra. Est-ce que ça veut dire qu'Apple travaille sur quelque chose qui va regarder la personne qui parle? Est-ce que les AirPods vont avoir des caméras qui vont te filmer? On parlait la semaine dernière de l'épinglette là, qui était dotée de caméras. Oui, est-ce qu'elle va te filmer ou va filmer les personnes devant toi? Est-ce que ça va faciliter la reconnaissance du langage des personnes qui sont devant toi? Donc, ça pourrait te donner la capacité de lire sur les lèvres grâce à ton petit gadget avec l'intelligence artificielle. Le directeur général de la compagnie, c'était un ancien de PrimeSense, de QAI. Le directeur général, c'est un ancien qui a travaillé sur la technologie de détection de mouvement 3D qui a servi à développer Face ID, mais aussi les capteurs de mouvement de Kinect. C'est quand même une entreprise avec laquelle Apple a déjà des affinités. Et Apple, puisqu'on parle d'état financier, je trouve ça assez flyé. Je ne sais pas si tu as regardé ça, mais ça m'a encore fait sursauter. Apple a annoncé des ventes records pour son premier trimestre fiscal de 2026. Et là, encore une fois, j'ai lu attentivement. En fait, c'est l'automne dernier, c'est avant Noël. L'automne dernier, le premier trimestre fiscal de 2026 se termine le 27 décembre 2025, donc la période des fêtes 2025. Ils ont une hausse de 16% des ventes par rapport à l'an dernier. Ils ont fait 143,8 milliards de dollars de ventes en un trimestre. En 3 mois. C'est un gros trimestre, cela dit, mais effectivement, c'est typique d'Apple. Hallucinant. Les ventes en Chine sont en hausse de 38%. Il semble que l'iPhone 17 a été très populaire là-bas. Les ventes des Mac, les ordinateurs sont en baisse de 7%. Peut-être parce qu'il y a une stabilisation, les gens n'ont pas trouvé d'intérêt à renouveler leur Mac il y a quelques années, qui est déjà très, très puissant. Les iPhones représentent 59% des revenus d'Apple. Et l'autre statistique qui m'a fait sursauter, et là, j'espère que j'ai bien lu, parce qu'on parle de 48% de marge brute pour les revenus d'Apple. Apple fait des profits incroyables sur ses articles. On parle des profits, non, mais dans l'électronique... Passer de la marge brute à profit, c'est oublier des morceaux, mais effectivement, ça amène à dégager... Apple peut dégager de l'argent de ce qu'elle fait de façon assez ahurissante, effectivement. Exactement, et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'acheter QAI pour 1,6 milliard de dollars. Microsoft génère aussi beaucoup d'argent. On le voit moins parce que leurs chiffres sont toujours plus dilués, mais c'est des entreprises qui font énormément d'argent. Les services chez Apple sont extrêmement lucratifs. Les services aussi sont en hausse. Chez Microsoft aussi, si je ne m'abuse. Grosse part des revenus de Microsoft. C'est pas les mêmes services, mais c'est la même logique, effectivement. C'est ça, la même logique plutôt que la vente de produits directement. Alors, on va rester chez Apple parce que j'ai bidouillé avec les fameux logiciels de l'application Creator Studio là, qui a été annoncé en fait la semaine dernière par Apple. Si vous savez pas c'est quoi, c'est essentiellement toutes les applications de création de contenu dans le fond d'Apple
pour les professionnels, parce que iMovie n'en fait pas partie, n'est-ce pas, qui sont regroupés en un seul service, et Apple pour bonifier tout ça, bundle aussi la suite d'applications de bureautique, là, iWork, ça s'appelait iWork avant, c'est Page, Keynote et l'autre. Numbers, je sais pas ce qu'il l'appelle. Numbers, ça a bien l'allure, Numbers. Mais ça, c'est un peu... Écoutez, c'est du marketing parce que ces trois-là sont disponibles gratuitement, peu importe déjà à part du forfait. Mais du moment qu'il y a un appareil Apple. Ben oui, c'est ça. Et c'est pas ce qui va faire la différence dans le forfait. C'est quand même une suite qui inclut Final Cut Pro, donc du traitement d'image assez poussé, vidéo. Logic Pro pour la musique, le son. Motion Compressor, qui est quand même pas rien. Mainstage. Et ce qui risque d'attirer pas mal de monde, c'est Pixelmator Pro qui débarque en version native et complète sur iPad Pro aussi. Donc, je vais vous dire, ce que je comprends de ce qui est annoncé par Apple depuis quelques mois, depuis la fin de l'été dernier, c'est qu'on se dirige, à mon avis, vers un MacBook à écran tactile qui va absorber l'iPad Pro éventuellement pour avoir une seule ligne de produits très bientôt. Et c'est la rumeur aussi qu'on entend beaucoup, c'est qu'on s'en vient vers une fusion du Mac et du iPad Pro là, qui va certainement permettre d'avoir toutes ces applications-là, peu importe la plateforme qu'on utilise. C'est 18 $ par mois ou 180 $ par année le forfait. Mais si vous êtes étudiant, c'est un vrai vol, c'est 4 $ par mois. Si vous êtes un étudiant et que vous faites de la création de contenu, si vous êtes un jeune qui est sur TikTok, parce que c'est le genre de profil idéal pour ça, il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir. Ça vient complètement de couper les jambes d'Adobe dans ce marché-là, parce que beaucoup de gens utilisent les outils Adobe pour créer des vidéos sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Et là, tout d'un coup, paf, Apple l'offre. Il y a de l'intégration d'IA. C'est vraiment un IA qui supporte la création et qui ne la fait pas à votre place. On n'est pas dans Gemini, on n'est pas dans ChatGPT avec Sora ou ces outils-là, ou Midjourney. On est vraiment dans une assistance d'IA, qui est quand même le fun parce qu'on peut aller ensuite, par exemple, dans Keynote, faire une présentation et demander de générer du visuel automatiquement à partir du texte, donc de créer une présentation à partir d'une série de textes qu'on ne sait pas trop comment mettre en page. On peut aller faire de la recherche aussi dans les vidéos. Si vous avez comme une banque de vidéos impossible, vous pouvez faire un petit condensé. Vous pouvez dire, trouve la vidéo où il y a le chien qui fait telle affaire, puis là, pouf, il va faire surgir la vidéo. Donc, il y a des petits éléments comme ça qui facilitent l'édition, mais ça reste la créativité humaine. C'est une façon de le présenter qui probablement va faire la distinction entre ce que vous utilisez ou ce que vous n'utilisez pas. Et aussi que ça va permettre à Apple de cibler une clientèle professionnelle qui ne veut pas justement tout confier à un outil indépendant. On dit chez Apple, parce que c'est Apple, qu'on n'entraîne pas les données de l'outil sur vos propres... on n'entraîne pas les modèles sur vos propres données. Tout ça est natif sur votre machine, donc il n'y a pas de question de confidentialité discutable. Il y a quand même un élément là-dedans qui s'en va s'appuyer sur ChatGPT, sur les outils d'OpenAI, mais on dit qu'on anonymise tout ça. Et de mémoire, c'était la façon la plus confidentielle d'utiliser les outils d'OpenAI. Donc, c'est quand même pas banal, mais ça reste limité comme utilisation. Et tout ça, évidemment, ne devient pas très cher, mais tu l'as dit, Pascal, c'est quand même des produits d'Apple dans l'écosystème d'Apple qui vous enferment chez Apple. Si ça ne vous embête pas de trouble. Ouais. Si vous hésitez et vous revenez, vous pensez peut-être avoir changé de job et là, d'un coup, vous tombez dans l'écosystème d'Adobe ou pouf, on vous entraîne sur Windows ou je sais pas quoi. Là, c'est là ça va devenir un peu un point de friction, mais sinon, c'est une belle offre. C'est un peu conséquent. Ça arrive un peu tard. En fait, ils auraient pu faire ça il y a longtemps, mais je pense qu'on attendait, premièrement, de faire l'acquisition d'un outil comme Pixelmator et ensuite de l'intégrer aussi à l'ensemble de l'écosystème. Ce qui fait que vous pouvez désormais travailler aussi bien sur un iPad Pro que sur un MacBook et arriver au même résultat. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Critique express de cette suite logicielle. Bien, encore une fois, l'interopérabilité, c'est tellement... C'est que d'habitude, tu t'embarquais, par exemple, dans Adobe pour le montage vidéo ou avec Sony pour le montage vidéo. Tu avais comme... tu apprenais à l'école un logiciel puis tu continuais de l'utiliser dans ta carrière professionnelle. Si tu utilises un logiciel d'Apple, après ça, dans ta carrière professionnelle, si tu veux rester tes raccourcis, ton workflow, il va falloir que tu restes dans l'environnement Apple. Cette technique du cheval de Troie est assez formidable du côté d'Apple. Ça a toujours été la stratégie chez Apple d'avoir le logiciel qui appuie le matériel et qui force la vente de l'un et de l'autre. Parlant de quoi, t'as une nouvelle parce que écoute, la France a décidé, elle, de se défaire, d'assurer sa souveraineté numérique. Je pense que c'est un bel exemple à suivre quand même. Oui, en Europe, je trouve qu'ils ont des belles approches pour dire, hey, la souveraineté numérique, on y croit. On va créer des outils et le ministère, et ça, je trouve ça très drôle, le ministère chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État
français. C'est l'équivalent du service Doge Elon Musk. C'était la réforme et la réforme de peut-être pas l'État aussi français. brutal, sans doute, mais bon. Non, c'est ça, j'espère. C'est plus intelligent comme réforme, mais on sait qu'en France, la fonction publique, c'est quand même il y a de la résistance là-dedans. Les fonctionnaires français ont une réputation mondiale dans le style comme ça. C'est un statut d'être fonctionnaire en France, ça n'en résiste pas. L'État français veut remplacer Teams, Zoom, WebEx, GoToMeeting par une application française, mesdames et messieurs, qui s'appelle Visio. C'est une solution sécurisée, souveraine, qui va faire que l'État français va payer moins de licences payantes à des compagnies étrangères. La solution, pour l'instant, est réservée à la fonction publique française. Moi, je me disais, hey, je vais essayer ça, c'est bien cool, j'ai le fun, entre amis, on va utiliser Visio. Pour l'instant, c'est qu'à la fonction publique française, mais, qui sait, si ça devient un service d'État, un produit d'État, ça pourrait devenir un service qui est offert en France, mais aussi, pourquoi pas, au monde entier. Et là, qui sait, contrairement à des services québécois qui sont des sources de coûts, cette application-là, qui sert l'État, pourrait devenir une application qui rapporte des revenus à la France dans un futur proche, ce qui est vraiment futé. Est-ce que tu connais la bande dessinée Super Dupont avec Gottlieb et Loeb, je crois? Oui, Super Dupont qui défend la fierté. Là, j'imaginais Super Dupont faire des appels en vidéo, sauver la France. Je vais me permettre, Pascal, une très petite montée de lait parce qu'il y a un programme qui a été lancé cette semaine par le Québec Tech, l'organisme de start-up de scale-up, je devrais dire montréalais ou québécois en fait, qui s'appelle « J'adopte le Québec Tech », en voulant dire on veut inciter les entreprises québécoises à adopter des outils québécois. Ils m'ont donné un exemple super intéressant. Investissement Québec a laissé tomber DocuSign, l'outil de signature électronique, pour un outil québécois qui s'appelle EasySign, qui est aussi bon, mais qui est 40% moins cher. J'ai donné cet exemple-là dans mon texte. Et la réaction a été... des fois, c'est un peu désolant de voir la réaction. Ouais, mais tu sais, vouloir dire c'est québécois, fait que c'est pas bon. J'ai une réaction comme ça de quelques lecteurs qui m'ont écrit comme si parce que c'est québécois, ça allait pas être bon. Puis comme cette barrière-là là, est entièrement subjective. Et vraiment, ça fait partie du problème quand on parle de souveraineté numérique au Québec. Ça me rappelle, quand on parlait aussi des logiciels libres, comment il fallait encourager les entreprises québécoises qui essentiellement revendaient des licences de produits américains, mais comme c'est une PME locale, ils disaient non, c'est 100% c'est local et tout le kit. À un moment donné, on se tire une balle dans le pied quand on ne fait pas des gestes comme ce que tente de faire l'État français. Et le gouvernement québécois pourrait faire la même chose. On en a parlé beaucoup dans les derniers mois aussi, comment les appels d'offres, comment l'approvisionnement au niveau du gouvernement est souvent truqué pour avantager les gros clients, les grosses entreprises américaines. Et je suis content de voir que la France pousse vers l'avant et j'espère que ça va inspirer des gens au gouvernement du Québec et peut-être même au niveau du gouvernement du Canada de suivre dans ce pas-là. Il existe des solutions locales, pas mal partout en fait, qui peuvent remplacer les solutions couleur vanille, comme on dit souvent, là, étrangères. C'est fou parce que c'est David contre Goliath. Moi, je me souviens, j'ai eu plusieurs, tu as probablement eu comme moi, des pitchs de vente d'entreprises québécoises. Moi, je me souviens du service qui voulait remplacer Google Photos. Je suis une entreprise québécoise, j'ai développé un logiciel de stockage de photos. Puis là, j'ai dit, OK, comment tu fais pour éviter que les gens stockent là-dedans de la pornographie, des trucs, de la pédophilie? Il dit, de temps en temps, je regarde les photos, puis j'attends un peu. C'est une bonne idée. Bravo, mon champion. Puis là, tu te rends compte que c'est un développeur tout seul dans son sous-sol, qui n'a pas de backup, qui n'a pas de ressources, versus un géant comme Google, qui a des backups de backup, qui a des centaines d'ingénieurs qui travaillent sur un projet. Des fois, il y a un peu de naïveté quand on veut créer il y a une de solution. tout. Il y a des startups, il y a des entrepreneurs, il y a aussi des PME et des entreprises plus importantes qui offrent des solutions. On a tendance à juste soit ne pas les considérer ou elles tombent dans l'angle mort parce qu'on les connaît pas bien. Mais il existe, si vous voulez... Pour imiter ce que fait la France, il existe des solutions au Québec. Il en existe au moins 400 qui existent, qui sont fiables et fonctionnels. Mais c'est ça qui est pas drôle, c'est que quand tu dis il y en a 400, c'est 400 développeurs qui chacun ont leur distribution de Linux, chacun ont leur système, chacun ont leur version, et là ça fait qu'au lieu de s'entraider et développer vers une solution optimisée, que tu affines
pour tes préférences, que tu enrobes, c'est que tu dois refaire le cœur au complet, qui devient incompatible avec l'autre cœur. Je pense juste à LibreOffice et OpenOffice qui se sont séparés. C'est un logiciel libre, puis là, évidemment, les gens se sont chicanés sur l'interface, puis sur les propriétés et tout. Puis là, tu as deux versions d'un logiciel libre qui remplace Office. Qui, tu t'en sors pas. Fait que si le Québec, par exemple, investit dans une solution comme ça, il faut s'assurer qu'il y a des développeurs qui vont de façon honnête et transparente travailler sur une solution qui va aussi bien marcher que les solutions commerciales. Les solutions de signature électronique, en soi assez simple aussi. Il y a 400 outils qui ne sont pas nécessairement 400 fois la même chose. Sont des choses. C'est un beau catalogue d'options à considérer. La sécurité, c'est ça. Il faut t'assurer que au niveau de la sécurité, tu as des standards similaires. Puis n'importe qui peut proposer des solutions de sécurité. C'est lequel spécialiste de sécurité qui disait n'importe qui peut proposer une solution de sécurité que lui n'est pas capable de solutionner, mais que le concurrent, lui, peut le faire et les pirates peuvent le faire, mais toi, tu es pas assez habile. Quand on fait une solution de signature électronique, il faut t'assurer d'avoir quelque chose de vraiment cool. Et moi aussi, j'avoue que d'avoir une solution québécoise là-dessus et dire au Québec, on utilise cette solution-là, souveraine et tout, je trouve que ça fait du sens. Comme en France, absolument. Pour le visio. Exactement. On va passer dans la catégorie bon plan de la semaine d'une tasse de tech, brought to you by moi-même, parce que j'ai vu ça passer. J'ai essayé dans les derniers mois, je vais le dire, la génération précédente de ce bidule-là, ça s'appelle le Reolink TrackFlex. C'est une caméra de sécurité avec des gros spots, des projecteurs lumineux, des lumières à DEL de 3000 lumens, donc c'est extrêmement puissant pour la maison, forcément, mais pour l'extérieur. Et c'est en fait une caméra de surveillance motorisée 4K avec gros éclairage. Essentiellement, c'est quoi? C'est une lumière que vous mettez à l'extérieur de la maison. Moi, je l'ai mis sur mon cabanon parce que je voulais surveiller les chevreuils, croyez-le ou non, qui viennent manger la haie dans ma cour. C'est un drôle de problème. C'est un appareil qui coûte 230 $. Je ne voulais pas nécessairement en parler, mais vu le prix, j'ai trouvé ça ridicule de ne pas en parler parce que c'est un produit quand même de très bonne qualité qui est vendu à un prix ridicule dans le contexte. Parce que souvent, on achète une caméra de surveillance pour la maison et juste une caméra basique, c'est 250, 300 $, même parfois 400. Et là, on propose ce produit-là, une marque Reolink qui existe depuis quelques années et qui offre une gamme de produits assez élargie, donc qui est là, qui existe, qui est viable. Ils ont des caméras à alimentation par panneaux solaires, entre autres choses aussi, qui permettent d'avoir une caméra de surveillance dans une région éloignée d'une prise de courant, ce qui est quand même pas banal. Le TrackFlex, c'est une caméra qui se branche, donc c'est fixe au mur et qui remplace une lumière déjà existante, qui est dotée d'une tête motorisée qui se contrôle à distance, mais qui est aussi animé par des algorithmes qui permettent de suivre un objet ou une personne ou un véhicule ou un animal. Faut évidemment le paramétrer pour que ce soit optimal. Il y a un zoom intégré qui se fait aussi automatiquement et il y a une résolution 4K, donc il y a beaucoup de pixels, donc c'est très détaillé. Quelqu'un me disait qu'il y a un problème dans certaines régions de Montréal où les gens volent les câbles de recharge de véhicules électriques parce qu'il y a du cuivre. Ben, cette caméra-là vous permettrait de surveiller votre branche, votre chargeur, dans le fond, pour la protéger. Et on peut, évidemment, et ça, c'est une partie où c'est peut-être, moi, je le désactiverais là, si j'avais à le faire, mais on peut identifier les visages et même les plaques de véhicules. Donc, si vous voulez protéger votre voiture pour du vol, vous pouvez comme filmer votre entrée de garage et la plaque d'immatriculation sera reconnue et identifiée. Ou si un voleur vient avec sa voiture voler votre chevreuil, je sais, j'ai plus d'exemple, là, mais bref, vous pouvez identifier le véhicule. Pour la suite, ils t'ont volé le chevreuil. Ben moi, ça réglerait mon problème. Si vous voulez venir voler un chevreuil, il y en a plein la cour. La qualité de l'image est vraiment bonne, surtout de nuit, parce qu'on a créé une solution. Premièrement, il y a des lumières qui allument automatiquement qui sont extrêmement puissantes. Et sinon, ils ont une vision de nuit dans leur caméra qui régénère de la couleur. C'est pas juste du noir et blanc boosté, c'est vraiment une image de nuit super convaincante, comme dans les films à la limite. C'est vraiment extrêmement intéressant comme concept. Et je vais ajouter ceci. Ça filme, ça détecte et ça enregistre automatiquement et ça enregistre sur une carte micro SD que vous insérez dans l'appareil. Pas de stockage mensuel dans le nuage qui coûte une autre dizaine de dollars par mois et qui vous enferme ensuite d'un service par abonnement. Donc, un beau petit produit, en fait, qui peut régler la question de la surveillance à la maison si ça vous embête. Le Reolink TrackFlex, ça vient d'être lancé, c'est 230 $ et ça vaut certainement le détour.
Ça fait le tour. C'était le bon plan de la semaine, n'est-ce pas, qui complète nos espressos de la semaine d'une tasse de tech. On va prendre une courte pause. On a un invité qui s'en vient. On va parler de ce fameux câble sous-marin qui a été installé là, entre la Côte-Nord et la Gaspésie pour assurer la redondance dans l'infrastructure. Donc, on va parler d'infrastructure Internet, mais aussi de souveraineté et de sécurité numérique. C'est quand même pas rien en 2026. Restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Nous revoici à Une tasse de tech pour parler des vraies affaires. On parle souvent, parce que c'est impressionnant comme principe, quand on relie des continents avec la fibre optique pour améliorer la résilience des réseaux. On a fait à peu près la même chose au Québec l'automne dernier chez TELUS. On a installé de la fibre optique entre la Côte-Nord et la Gaspésie pour assurer évidemment une meilleure qualité de connexion au réseau Internet dans les deux régions, en fait. Et pour en parler, on a Jonathan Rioux, qui est directeur général planification et ingénierie chez TELUS. Salut, Jonathan. Bonjour. Écoute, on en a parlé l'automne dernier. Il y avait le projet d'installer ce câble-là entre Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts, pour être très exact, qui est quand même pas rien. Et c'était un projet qui s'en venait. Donc, nous, on s'est dit, on va attendre un peu, on va en parler une fois que le projet s'est complété. Et là, c'est complété, c'est fonctionnel. Effectivement, on a finalement une redondance géographique entre la Côte-Nord et la rive sud du Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça représente comme défi pour vous? Qu'est-ce qui a motivé ça, premièrement, et ensuite, comment ça a été pour l'installation? Ben, c'est un projet qu'on caresse depuis plusieurs années, je dirais depuis le début des années 2010, qu'on cherche à avoir une méthode d'avoir une redondance géographique pour la région de Sept-Îles. Il faut comprendre que cette île est raccordée sur Baie-Comeau, puis c'est linéaire. Donc, la Côte-Nord, c'est linéaire, c'est le long des rives. Il n'y a pas vraiment d'opportunité d'avoir une redondance géographique autre que d'être dans la même gaine ou de l'autre côté de la route. Donc, on cherchait des façons d'amener une redondance parce qu'on sait l'Internet, les applications et tout consomment de plus en plus de bande passante et de plus en plus, nos vies en dépendent, donc de toutes les façons, que ce soit santé, mais d'économique et autres. Donc, de ne pas pouvoir avoir une redondance géographique pour cette région-là, c'était difficile. Difficile au quotidien, quand il y a un enjeu qui survient sur la fibre existante qui était entre Baie-Comeau et Sept-Îles, ben, tout est coupé. On l'a vécu là, il y a plusieurs années, là, lorsqu'il y a eu une grosse rupture au niveau des services bancaires. Ben, c'est ce que cette région-là pouvait subir n'importe quand. Donc, on cherchait une façon de raccorder via le terrestre. C'était malheureusement pas possible. TELUS est une compagnie majoritairement de connexion terrestre et non filaire. Mais le sous-marin, c'était pas vraiment dans ce qu'on fait le plus régulièrement. On a quelques câbles sous-marins au Canada, mais ça faisait quand même plusieurs années qu'on n'en avait pas eu. Les technologies évoluent, les réglementations évoluent. Donc, c'est un projet qu'on a commencé à travailler, je dirais, un peu plus sérieusement 2015, 2016, à chercher des partenaires avec le gouvernement. Donc, c'est vraiment un projet là, qu'on mène depuis un certain temps. L'intérêt était évidemment d'amener une redondance à cette île et les 36 communautés de la région, parce que c'est environ 50 000 d'habitants, 36 communautés qui n'avaient pas de redondance en cas de bris. Puis c'est ce câble-ci là, qui finalement nous le permet. Ça fait de la redondance, donc il y a une notion de sécurité. Est-ce que c'est aussi quand même une bande passante plus large, je veux dire, plus généreuse pour les utilisateurs sur place, ou c'est vraiment une mesure disons, d'urgence ou de sécurité? En termes de service, les usagers vont conserver le même type de service. Il n'y avait pas de différence, de discrimination ou quoi que ce soit. C'était les mêmes services, mais la redondance n'y était pas de la même façon. Okay. Il y avait une diversité qui était logique, donc dans le même câble, mais quand on a une coupure, on perd tout. On avait une diversité au niveau des équipements, de la structure, mais au niveau du physique câble, on n'en avait pas. Donc, pour les usagers, ce que ça amène, c'est une fiabilité de service beaucoup plus grande. Puis au niveau du throughput de données, ça reste la même chose. OK. Il y a, donc, on disait Sept-Îles et Sainte-Anne-des-Monts. À un moment donné, juste après ça, évidemment, le golfe et l'estuaire, ça s'élargit beaucoup là, dans le Saint-Laurent et ça semble un endroit stratégique. Est-ce que ça a été réfléchi géographiquement ou est-ce que vous auriez pu faire, par exemple, directement de Rimouski à la Rive-Nord, vu que vous avez quand même des installations dans ce coin-là, ou si c'était plus logique de faire cela? La distance est importante afin de préserver l'utilité future. Plus les distances sont grandes, plus on a de pertes sur le signal.
Donc, en restant dans ce ratio-là où on est, ce qui est à peu près 120 quelques kilomètres, on restait dans des équipements classiques de communication par fibre optique. Pas besoin de répéteurs, pas besoin de technologies qui viennent abaisser ou nuire à la vitesse signal, maximale. j'imagine, ouais. Donc, ça nous permettait là, d'avoir un anneau qui aurait les mêmes performances. Puis, bon, il y a différents enjeux là, à installer un câble dans le fond du fleuve. Puis, il fallait trouver des endroits propices à ça. Donc, le fond marin devait être bon pour l'enfouissement d'une fibre. Donc, il y a différents facteurs en jeu qui ont été considérés pour déterminer le point d'arrivée sur la côte sud. Sur la côte nord, notre intérêt était d'être le plus rapproché de cette île. Une redondance se doit d'être le plus près possible de l'endroit qu'on veut protéger. Et nous, c'était très important de protéger notre sillot à cette île pour assurer la redondance de toute la côte nord. Donc, c'est ce qu'on a pu accomplir, là, d'être très rapproché de cette île. On est vraiment, vraiment très proche de notre sillot, ce qui nous donne un peu le meilleur des mondes. Oui. Tu parles d'enfouissement. Ça ressemble à quoi un câble qui traverse le fleuve? Est-ce que c'est comme un gros... Ouais, c'est ça. C'est quoi le diamètre de cette affaire? C'est la première question qu'on se pose, puis finalement, c'est très, très petit. Il y a deux types de câbles. Deux types. On a utilisé deux types d'armature. Donc, la plus grosse portion est de 2,8 cm. Donc, c'est très petit. Oh, wow. C'est une hausse de jardin. C'est très petit. Pour un câble d'environ 48 fibres, pas environ, c'est exactement 48 fibres dans notre cas. Et la plus petite portion est de 2,2 cm. Donc, ça reste très, très petit. Okay. Ça a très peu d'impact au fond du fleuve. Mais on a la même capacité que dans l'aérien ou dans le souterrain terrestre. Il y a 48 fibres, donc séparées, qui sont dans ce 2 cm quelques-là de Exact. Le plus gros du câble, c'est l'armature. Le plus gros de la circonférence, c'est causé par l'armature. À 2,8 cm, c'est un double armature d'acier. Donc, c'est vraiment un câble plus résistant pour les approches ou les zones qui ne sont pas enfouies. J'allais demander, parce que là, vous l'enfouissez, je ne sais pas à quelle profondeur, mais est-ce que, j'imagine, c'est le risque que ça se dégrade? Est-ce qu'il y a une durée de vie, un câble comme ça? Ou comment, techniquement, au point de vue de l'environnement, comment ça se décide? C'est une des raisons pour lesquelles on utilise un câble à double armature sur les zones d'approche pour protéger puis donner une bonne durée de vie à ce câble-là. Présentement, on a deux autres câbles dans le fleuve Saint-Laurent qui ont été installés à la fin des années 1990 et il n'y a pas de signe de détérioration qui nous laisserait à penser qu'on est prêt d'avoir à les remplacer. Donc, c'est une technologie qui est quand même robuste. En plus de ça, sur les approches, où il y a des risques un peu plus grands avec les glaces, l'érosion, les mouvements de sable, on ajoute des protections mécaniques. Donc, c'est une coquille en fonte qui vient protéger le câble jusqu'à la zone qui est sortie de le plus favorable à l'érosion par les glaces. Donc, c'est une protection additionnelle. Quelle est la durée de vie de ça? Dans les années 90, on installait de la fibre. On ne savait pas combien de temps elle serait utilisable. Elle est encore pleinement utilisable. Elle répond encore aux normes. Puis la fibre qu'on a installée, c'est aux normes d'aujourd'hui. Donc, on peut présumer qu'avec les technologies au niveau des missions sur fibre optique, on est bon pour facilement un autre 30 ans. C'est au moins, c'est ça, si on fait le calcul, effectivement. Est-ce qu'il y a des enjeux, parce que vous enfouissez ça dans le milieu d'un Saint-Laurent où on le sait, il y a beaucoup d'espèces marines vivantes et il y en a des rares et des protégées, puis ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des enjeux environnementaux que vous avez dû considérer dans... J'imagine que les autorités doivent être averties. On ne passe pas un câble comme ça au milieu du fleuve sans le dire à personne. Là. Effectivement, il y a plusieurs permis, des études environnementales. Donc, on s'est adjoint les services de firmes spécialisées là-dedans. Et ça fait partie de l'ingénierie pour trouver le meilleur des tracés. Donc, en études de bureau, on regarde ce qui est connu, où sont les espèces menacées, les zones de faune et de flore aquatique à protéger. Puis, basé là-dessus, on établit un premier tracé, un premier jet
qu'on va confirmer avec des relevés marins pour s'assurer que c'est un sol qui va être propice à l'enfouissement puis qui va nous permettre là, d'obtenir les meilleurs résultats. Pour revenir à votre question que vous avez posée sans vraiment la poser, la profondeur d'enfouissement, avec le navire câblier qu'on utilisait, la charrue permet 1 mètre et plus. On s'est rendu, lorsqu'on fait, il est posé, donc maintenant on a les données, on a atteint une profondeur moyenne à 1,45 m. Donc, c'est une très bonne profondeur, ce qui permet de protéger le câble contre les activités maritimes, la pêche, puis bon, les facteurs d'érosion et autres. Donc, on est vraiment content de comment actuellement on a pu l'enfouir. Mais à 1 mètre, on était déjà très confiant de pouvoir protéger le câble en pouvant atteindre 1,45 m, comme je mentionne, en moyenne. On a eu des zones où c'était beaucoup plus que ça aussi. Il faut comprendre que, dépendamment de la nature du fond marin, la charrue qui est utilisée peut aller plus profondément si c'est propice. Puis tout ça, c'est ce qu'on a cherché à maximiser parce que pour nous, la protection et la sécurité, c'était des facteurs importants. Juste avant, juste savoir, parce que... sur la surface. Je ne pensais pas qu'il était enfoui, le câble. J'apprends quelque chose. C'est possible. C'est possible de faire comme ça, mais TELUS, on a choisi, là, dès le début du projet, d'y aller vers une solution enfouie pour le protéger, parce qu'on sait qu'il y a des activités de pêche, il y a des activités maritimes dans ce secteur-là. Donc, la meilleure façon de protéger et le câble et la sécurité des gens sur le fleuve, c'était de l'enfouir, et c'est une décision qu'on a prise très tôt dans le projet. C'est quoi la profondeur moyenne du fleuve? Ça doit être quand même assez profond dans l'eau en partant. Le maximum, et là, je n'ai pas le chiffre exact du plus profond, mais c'est entre 300 et 350 mètres. Donc, je dirais, selon les cartes que j'ai vues, c'est à peu près 345. C'est juste que je n'ai pas, pas le vrai chiffre. On n'est pas même près. Assez profond, mais ça va en descendant. Donc, on part dans les côtés à quelques mètres et ça s'en va comme ça. Et le fleuve, à part une section qui remontait pour un petit plateau, c'était vraiment ça. On descend vers le fond et on remonte de l'autre côté. Les conditions de sol, vous le comprenez qu'avec l'enfouissement qu'on a réussi à accomplir, étaient très favorables pour l'enfouissement. Tu parlais de charrue, c'est automatisé. Il n'y avait personne qui avait un scaphandre pour aller dans le fond de l'eau à 300 mètres, j'imagine? Non, effectivement, il n'y a personne au fond de l'eau. Cependant, il y a un opérateur dans le navire câblier qui suit la progression. Donc, il y a des capteurs, des caméras, des sensors pour voir la profondeur d'enfouissement, le type de sol. Il mesure la force de traction. Donc, en temps réel, l'opérateur qui est spécialisé uniquement dans ça, s'assure de toujours garder les paramètres optimaux d'enfouissement tout en préservant la sécurité de l'opération. Ouais. Puis j'imagine que vous avez pris soin aussi, parce que là, on passe à la faune et la flore, dégager du sol comme ça doit envoyer beaucoup d'éléments dans l'eau. Est-ce que j'imagine que vous avez tenu compte aussi de ça, le dérangement de l'environnement Ça fait partie de l'émission du permis par le ministère de Pêche et Océan. Donc, eux, avant de nous autoriser à faire une pareille opération, on se doit de leur fournir un document qui explique tous les potentiels impacts, la nature des travaux, parce que c'est très, très ponctuel dans le temps. C'est un dérangement qui est ponctuel dans ce petit sillon. Vous comprenez, le câble est très, très petit. La machine qui l'enfouit est quand même assez massive, mais elle est là qu'un très, très court laps de temps et après, le sillon va se refermer naturellement. Donc, l'impact sur la faune et la flore est limité. Et aussi par la méthode qu'on utilise, c'est-à-dire on choisit un corridor qui ne passe pas dans des zones des aires protégées. Oui, forcément. On a mis en place tous les moyens aussi pour protéger, des moyens très technologique. On a utilisé une première sur un navire câblier au Canada pour assurer la sécurité des mammifères marins. On sait, c'est un enjeu dans le fleuve Saint-Laurent, la navigation, il y a plusieurs baleines noires qui sont à risque. Donc, pendant la période où on installait, on se devait de faire une observation des mammifères marins et de s'assurer de rester dans une distance sécuritaire, mais on voulait opérer jour et nuit. Donc, la méthode pour y arriver, on a fait affaire avec un fournisseur spécialisé qui nous a fourni des équipements de détection infrarouge jumelés à l'intelligence artificielle et utilisant des humains pour confirmer le tout. Donc,
pendant toute la durée d'installation et même pendant les déplacements du navire et les opérations préalables, on avait ce système-là sur le navire qui était monté, qui nous permettait de voir en temps réel, OK, est-ce qu'il y a des baleines? On avait quand même une bonne distance de captation. Puis là, avec l'infrarouge, l'intelligence artificielle est en mesure de, OK, ici, il y a un mammifère marin. On a eu quelques détections, mais jamais dans le périmètre de protection. Donc, on a pu continuer. On les voyait sur les moniteurs. On était en mesure de dire, OK, si la baleine continue dans ce chemin-là, on peut continuer les opérations. C'est ce qui est arrivé. Donc, ça a permis de protéger les espèces tout en les faut en dresser une liste. C'est une des obligations. Lorsqu'on fait ce type de travaux-là, on doit fournir à MPO une liste de tous les mammifères, oiseaux et autres qu'on a vus lors de l'installation. Donc, ça a permis de les détecter et de fournir l'information requise. Et là, le câble est installé, il est fonctionnel. Est-ce que, parce qu'on entend souvent parler d'histoires en mer où les pirates d'un pays peu recommandable s'en vont puis essaient de couper les câbles transocéaniques, est-ce qu'il y a un élément de sécurité associé à ça ou maintenant qu'il est là, vu que c'est chez nous quand même, ça reste relativement sécuritaire? Ben, est-ce qu'on pourrait être exposé un jour à ce type de piraterie-là? Je ne peux pas me prononcer. Cependant, le câble est bien enfoui. Il est répertorié, parce qu'il faut savoir que les câbles sous-marins sont répertoriés. C'est autant pour la protection de la navigation que la protection des câbles. Donc, quelqu'un qui veut savoir où il est, il peut. C'est pas secret l'emplacement, parce que ça va être mis sur les cartes de navigation disponibles à tout navigateur. Cependant, étant enfoui, ben, ça assure une protection aussi. Puis, ouais. Donc, si un c'est un lien de redondance. Et frappe une bosse, il sait que c'est parce qu'il y avait un câble en dessous, essentiellement. C'est ça qui arrive. Une façon de le dire. Excellent. Ben, écoute, c'est fascinant parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent, puis c'est de l'infrastructure. On parle souvent d'infrastructure, puis c'est très, quand on en parle, ça reste assez intangible. Ça, c'est une belle expérience, c'est une bel exemple de ce qui se fait quand même chez nous pour assurer cette résilience des réseaux. On n'en parle pas très souvent. Jonathan Rioux, directeur général planification et ingénierie chez TELUS. Merci d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça. C'était vraiment super intéressant. Ben merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité-là. Et, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter. Au prochain câble, ou peut-être à l'infrastructure spatiale. On verra bien. On a le temps de voir ça venir. Nous, on prend une courte pause et on revient avec nos essais de la semaine à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech, c'est le moment de l'émission où on vous parle de nos gadgets de la semaine. Moi, j'en ai un qui fait vraiment anti-météo parce que c'est un machin pour les nageurs, mais c'est pas juste pour les nageurs, c'est des écouteurs. Mais Pascal, toi, t'es carrément anti-modernité. T'es reculé dans le temps avec ton téléphone. C'est quand même assez intéressant. C'est assez cool parce qu'il y a un courant de gens qui veulent retrouver le calme et la détente. J'ai fait l'essai de beaucoup de téléphones minimalistes. Celui-là, c'est peut-être le plus rétro comme look. Ça s'appelle le Juniper F1 Pro de la compagnie Sunbeam. C'est un téléphone, je vais le dire, ça me fait rire, c'est un téléphone qui est pas cher. Est-ce que Sunbeam, c'est la marque qui fait aussi des ventilateurs pour la maison puis des affaires comme électroménager? Je suis certain que c'est la même. Je suis pas certain que c'est la même, peut-être. Grosso modo, ça utilise une version d'Android qui s'appelle Basic OS, qui est tout nu. Alain, tu peux prendre des photos avec une seule caméra. C'est un téléphone flip, tout d'abord, vraiment rétro. Pour le fun, ceux qui nous regardent sur Internet, il est plus épais et plus gros que le Razr Ultra de Motorola, qui est pourtant beaucoup plus puissant. C'est un téléphone flip qui se veut robuste, conçu avec les ouvertures ont des petits rabats dedans pour boucher, entre autres, le port USB-C pour la recharge. Il y a une prise d'écouteurs, si on veut. On peut écouter de la musique ou tout simplement faire ses appels avec des écouteurs branchés à fil dedans. Il est robuste. La pile se remplace. On a un petit capot à l'envers, à l'endos qu'on peut dévisser pour remplacer la pile, mettre une carte micro SD pour stocker de la musique. C'est bien ça. Si on désire. Évidemment, sa carte SD. Sa carte SIM, micro SIM qu'on peut mettre dedans. Grosso modo, téléphone flip, on l'ouvre pour répondre à ses appels. On parle dedans. On peut prendre des photos, je l'ai mentionné, avec une seule caméra, pas de caméra selfie, pas de vidéo. On peut recevoir ses courriels. Ça, c'est un compromis au rétro. On peut prendre ses courriels, mais on ne peut pas ouvrir les pièces jointes. On ne peut pas voir les pièces jointes. Donc, c'est très limité, là.
très limité. On peut lire ses courriels, voir qu'on a reçu un courriel, mais on ne pourra pas ouvrir les pièces jointes. Il y a vraiment un message qui nous l'indique. On a évidemment, écoute, une calculatrice. On a la possibilité de faire pas grand-chose, finalement. Il n'y a pas de boutique. Non, non, mais c'est fou La parce que base, tu dis, ben oui. d'habitude, on peut en parler. Il y a Mais pas de c'est boutique Android, est-ce qu'on peut d'application. charger sans l'autorisation nécessairement des applications tierces ou c'est Il n'y a bloqué? pas de boutique d'application. Fait que j'assume qu'on peut bidouiller, peut-être essayer de sideloader des applications, mais, tu as un écran qui est minuscule, de très basse Mhm. résolution. Tu as un écran à l'extérieur aussi qui t'affiche tout simplement l'heure, la date et si tu as un appel qui appelle. Mais Si je tu as mettrais Spotify quand même dessus. un- Est-ce qu'on peut faire ça ou c'est pas autorisé? je Ou... je n'ai pas vu, Alain. Il faudrait vraiment Wow! le sideloader. Oui, c'est ça, Et exact. éventuellement, et c'est ça, et la connexion Internet, évidemment, tu as une connexion Internet, tu peux partager ta connexion Internet. J'ai mis dedans, je voulais en faire l'essai, la puce sans nom, qui est Ah pas oui, très cher, le le forfait, c'est une Lobla vingtaine de est dollars. belle, je pense, ouais. Et c'est ça, c'est le réseau de Bell, mais c'est sans nom. Tu as 2 gigs de données, c'est 20 dollars. Ça me semble pas pire, sauf que le réseau est seulement 4G. Ça, c'est très drôle. Je me dis, c'est parfait pour ce téléphone-là, qui est probablement pas compatible avec la vitesse La 5G 5G+, de toute façon. ben oui. Fait que si je vais vous chercher un téléphone, l'affaire qui est flaguée, il est autour de 359 US. Ça revient à 450 Canadiens. C'est pas donné, je trouve, pour un téléphone qui a des fonctions modernes, les courriels, mais aussi Waze. Ça, c'est l'autre compromis qui est étrange. Il y a Waze dedans pour naviguer. Donc, il y a une navigation Mais GPS. Est-ce qu'il y navigation a Android GPS Auto? Est-ce que tu avec peux le Waze. jumeler, par exemple, à ton véhicule et donc tu n'as pas besoin d'un téléphone pour conduire, mais tu as toute la... Non. T'as Aïe, Waze. aïe, aïe. T'as Waze dans ton téléphone, tu peux mettre le haut-parleur. Fait que t'as plein de limites comme ça qui sont flyées. Puis je comprends le désir d'avoir un téléphone minimaliste pour décrocher, de ne pas avoir de réseaux sociaux. Je le comprends parfaitement. Mais là, Mhm. tu n'as pas de domotique, tu n'as pas de Google Authenticator, tu n'as pas de... tu sais, des fois, là, de plus en plus, on te demande de valider. Moi, j'utilise Office. On me demande d'utiliser l'Authenticator et de recevoir Ouais, des le deuxième notifications. facteur, là, ben oui. Mhm. Je n'aurai pas dans ce téléphone-là, puis c'est embêtant. Quand je déverrouille ma porte avec ma serrure automatisée, ben là, ça ne déverrouille pas. Tu peux partager le réseau du téléphone pour utiliser un deuxième téléphone, mais là, je trouve que ça tue un peu. Ça enlève un peu le principe de la Tu es chose. constamment en train d'ouvrir ton téléphone minimaliste, puis de le connecter à ton autre téléphone que tu dois charger séparément. C'est un peu bête. Mais ceux qui veulent décrocher, F1 Pro, Juniper, 400 quelques dollars. Je l'ai dit, les robustes, ceux qui sont brise-fer, ceux qui veulent un téléphone très simple. Ben, les Il y a gens une qui veulent base de décrocher, il y en a recharge. beaucoup. Ben oui, voilà. Mhm. Exactement. Il y a une barre de recharge. Fait que comme téléphone de fin de semaine, ça peut être une option le fun. Tu changes la SIM. Il n'y a pas de eSIM dans le téléphone. Ça, c'est un autre truc qui est un peu embêtant pour quelque chose de plus moderne. Pas de réseaux sociaux, mais pas de Bixi, pas d'application Communauto, pas de domotique, pas d'authentification. Donc, un Grosse limite, téléphone. je trouve. Voilà. J'aimerais ça que les téléphones minimalistes, par défaut, soient minimalistes, mais qui te donnent une porte d'ouverture que tu puisses déverrouiller, peut-être avec un peu de friction, que tu Je puisses suis prêt dire, à hey, dire- moi, je suis j'aimerais prêt à ça. avancer que c'est peut-être les requis minimaux des services Google qui empêchent le téléphone d'avoir toute la suite, toute la batterie d'équipement logiciel ensuite. Ouais. Puis, si tu permets, je vais prendre 2 secondes de plus. Alors, il faut que j'en parle. J'ai reçu au CS une bouteille qui s'appelle la EcoFlask, qui OK. permet de faire de l'eau hydrogénée. Ah bon? Et là, j'en ai parlé sur mon site de l'eau hydrogénée, là, il paraît que c'est incroyable. Et Alors, puis, il paraît que c'est bon pour la santé, il paraît que c'est comme du Gatorade sur l'acide. C'est c'est de pas la l'eau margarine qui aussi qui est fait... hydrogénée? Je sais plus. Mais là, c'est Hmm. carrément de l'eau. Écoute, quand tu le démarres, là, j'essaie de le faire ici. Écoute, tu démarres, tu as des petites bulles. Ceux qui nous regardent sur YouTube, j'essaie de vous montrer. Il y a des petites bulles dedans. Ça fait des petites bulles d'hydrogène qui dissous dans l'eau. Hein? J'aimerais ça que vous, si vous avez des connaissances scientifiques, pour moi, ça me semble être de l'ésotérisme pur, aussi Mhm. efficace que l'homéopathie ou le placebo. Mais si jamais quelqu'un a des pistes sérieuses de qu'est-ce que l'eau hydrogénée peut faire, Moi, j'aimerais ça. là où il y a de l'hydrogène, il n'y a pas de plaisir. J'aimerais l'inverse. N'hésitez J'aimerais une pas. bouteille qui enlève l'hydrogène de l'eau, donc qui t'offre une grosse bouffée d'oxygène. Ça, ce serait quelque chose. Donnez-moi Essentiellement, de un évaporateur. l'hydrogène. Merci L'eau en Pascal. poudre, Alain.
j'avais complété l'offre, puisque tu parles d'eau, c'est approprié pour vous parler de ce petit casque d'écoute, ces petits écouteurs qui s'appellent les 7-7 de Jabbeez, une marque que je ne connaissais pas, mais qui, en fait, c'est 7, le chiffre, et 7 ensuite écrit alphabétiquement. Et peut-être que ça se prononce juste 7, je ne le sais pas, mais c'est 2 fois 7 en tout cas. Et ce qu'ils ont comme particularité en partant, c'est qu'ils sont seulement 80$. Donc en partant, ça c'est un gros truc parce que des écouteurs Bluetooth pour l'entraînement souvent sont au-dessus de 200$. Et là, on est arrivé avec ça. Ce sont des écouteurs pour natation, particulièrement, à conduction osseuse, parce que dans l'eau, des écouteurs, ça ne marche pas très bien. Donc, forcément, ils sont conformes avec la norme IP68. On peut les amener sous l'eau, imaginez-vous donc. Et la particularité, c'est que si jamais vous avez déjà essayé, et ça m'est arrivé, et c'est donc fâchant, de nager avec des écouteurs Bluetooth, ça ne marche pas dans l'eau. Alors, ce qu'on a fait du côté de Jabbeez, c'est qu'on a intégré 32 gigaoctets de stockage interne sur lequel vous pouvez déposer vos propres fichiers musicaux, des MP3. C'est bon pour jusqu'à 8000 chansons. Donc, vous avez le temps de faire quelques longueurs de piscine avant d'arriver au bout de votre liste de lecture. Et c'est vraiment un appareil conçu pour les nageurs, mais si vous faites aussi du vélo, entre autres, ou de la course, si vous voulez des écouteurs open ear, donc à écoute ouverte, ça fait tout aussi bien la job parce qu'essentiellement, il s'appuie juste à côté des oreilles et la musique, le son se rend forcément à vous en dehors de l'eau aussi. Et comme on est dans l'eau, normalement, dans la théorie, c'est qu'on n'a pas de surface tactile non plus. Ce sont des vrais petits boutons physiques. Donc, pour l'ergonomie, c'est pratique parce que vous touchez, vous savez où vous êtes rendu, vous savez où se trouve et vous savez que vous allez lancer ou arrêter la lecture musicale ou peut-être changer la piste ou ajuster le volume parce que vous le sentez avec votre doigt. Donc ça, c'est un gros plus. Parce que les surfaces tactiles, franchement, on commence à en avoir notre claque, pour être honnête. Et on annonce aussi 6 heures d'autonomie. Donc, c'est pratique si vous faites beaucoup de natation, vous mettez ça sur vos oreilles et c'est parti. C'est vraiment très bien. C'est donc la théorie. Évidemment, en principe, c'est pas super... c'est presque ça, je vais le dire comme ça. Évidemment, quand on nage, on n'a pas besoin d'avoir un système de son sur ses oreilles de qualité, de haute fidélité et tout. Et heureusement, parce que ce casque-là est un petit peu léger sur la fidélité sonore, manque de basse. Souvent, les appareils à conduction osseuse ont ce défaut-là. Ils transportent très mal les fréquences extrêmes, les très aigus, les très graves. Il est étonnamment bon sous l'eau. J'ai pas nagé parce que c'est l'hiver et j'ai pas accès à une piscine, mais j'ai essayé dans le bain. Le son sous l'eau fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, je regardais les autres gens qui l'ont essayé, qui ont déjà publié des critiques, et tout le monde a eu à peu près la même conclusion, que c'est meilleur sous l'eau grâce à la conduction osseuse pour l'écoute musicale. Oui, parce que l'eau va conduire aussi les vibrations sont reproduites dans le liquide, c'est ça exactement, qui est essentiellement un médium qui transporte bien la vibration. C'est quand même pas bête. Il y a quelques irritants. Premièrement, c'est une recharge qui se fait avec un câble propriétaire, 4 petits connecteurs aimantés, 4 petits points de contact ici, alors qu'on aurait préféré peut-être un câble USB-C ou quelque chose de plus universel, parce qu'on est rendu là en 2026. Oui, mais c'est moins étanche, par exemple. Là, évidemment, c'est ça. C'est clair que mais il faut qu'on crée, pour ces appareils-là qui ont des connecteurs comme ça, là, magnétisés, il faut qu'on crée un standard, parce que là, tu as une bague, tu as un bracelet, il y a plein de nouveaux accessoires à connexion magnétique, il n'y en a pas un qui a la même patente. Et là, quand on perd un câble, là, il faut en acheter un autre, ça devient complètement... ça devient frustrant rapidement, je vais le dire comme ça. Autre détail, l'arceau ici est fait d'une tige de titane qui est extrêmement agréable à utiliser. Malheureusement, il faut avoir le format de tête idéal, sinon ça ne marche pas très bien. C'est pas ajustable. Ça, c'est vraiment rapidement agaçant si vous n'avez pas la tête qui fait la job avec. Parce que si vous les portez et vous avez soit la nuque trop large ou trop courte, là, ça devient... Et si c'est trop grand pour vous, ça cogne ici, ça bouge quand même quand vous courez, par exemple, quoi que ce soit, et ça devient rapidement agaçant. Et là, ça va vous faire détester le produit plus qu'autre chose. Donc ça, c'est un autre irritant. Mais tout ça pour dire, c'est quand même 80$, ce qui n'est pas, dans le contexte, très, très cher. Donc, si vous nagez beaucoup et vous voulez juste un petit peu de musique, un petit peu de bruit pour vous divertir, parce que souvent, c'est quand on fait de l'exercice en endurance, à longue haleine, c'est pas la capacité physique, c'est notre cerveau. Faut être patient, il faut développer. Et souvent, mettre un petit peu de musique, ça aide à se concentrer et à pas penser à autre chose et à pas dire « Ah, j'arrive-tu, c'est long ». Et ça, pour 80$, ça remplit ce mandat-là assez bien. Les Jabbeez 7-7. Si ça vous intéresse, allez voir ça. C'est un beau petit casque qui n'est pas dans la haute qualité, mais qui fait bien la job de base. Voilà, Pascal, c'est tout pour cette semaine. Oui, pendant que tu parlais de Titane, ceux qui nous regardent sur YouTube, j'ai mis les lunettes dont j'ai parlé la semaine dernière, les lunettes Iris avec la technologie Apogée de double vue.
avec des branches en titane. C'est les lunettes Silhouette qui sont utilisées par les astronautes. Eh bien, ça m'a beaucoup plu parce que oui, si vous avez envie de lunettes qui sont portées dans l'espace, ils sont des lunettes qui n'ont pas de charnière. C'est carrément le bout de titane qui tient. C'est magnifique. J'ai failli oser ces lunettes-là. Lunettes Silhouette. Avec l'apogée, si vous avez besoin de lunettes double vue, c'est un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon, forcément. Ouais, Mathieu. Voilà. Merci Pascal. C'est la fin de l'émission, les amis. On va remercier nos partenaires TELUS et Plan Hub pour nous permettre de faire ceci toutes les semaines pour vous. J'espère que vous appréciez parce que nous, on est très heureux de le faire. On remercie les gens de Cogeco Média pour la mise en onde qui nous aident à partager ce balado sur les plateformes, celle de votre choix. Abonnez-vous, c'est important si vous voulez recevoir l'émission dès qu'elle sort, avoir la version la plus fraîche, la tasse de tech la plus chaude que vous pouvez avoir. C'est le meilleur moyen. pascalforget.com, j'ai l'impression que c'est ton site web sur lequel on peut lire l'information que tu nous partages avec plus de détails. Je me fais du bien, je publie tout ce que tous les potins. Allez sur pascalforget.com pour débattre des vertus de l'eau hydrogénée et comparer avec la margarine. Je suis sûr qu'il y a de la margarine hydrogénée. Je pense que c'est un truc. À moi, j'ai halluciné. Mais là, dans ce cas-ci, écoute, est-ce qu'elle est prête, mon eau? S'il faut en plus attendre avant qu'elle soit prête, je peux te garantir que ça m'intéresse pas. Je me fais un petit verre d'eau hydrogénée en passant à toi. Voilà. Et pour ma part, vous pouvez, je vous le rappelle, acheter mon tout nouveau livre, Payez moins pour vous déplacer n'importe où au Québec. Je pense que si vous trouvez les deux, vous pouvez les acheter en combo avec mon premier, Payez moins pour vous divertir. Streaming, mesdames, messieurs, à rabais, n'hésitez pas. Et sinon, venez faire un tour sur lapresse.ca, mes textes y sont. On vous souhaite une bonne semaine. On se revoit ou on s'entend, parce que peut-être que vous ne voyez pas, la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!